Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de grand débat. Notre invité, Maître Zeus Ajavon, coordinateur du collectif Sauvons le Togo. Avec lui, nous allons évoquer l'actualité sociopolitique dans notre pays. Cette émission, je vous le rappelle, vous est proposée par Forum de la Semaine, Focus Info, LCF et le Canard Indépendant. Maître Zeus Ajavon, bonsoir. Bonsoir. Sur la motivation du CC Focus Info, Jean-Paul Abo Focus Info reviendra sur la question. Mais une question claire, est-ce que c'est une révolution bâtiment ou c'est un simple mouvement citoyen? La révolution bâtiment, j'ai voulu la faire, mais je n'ai pas pu la faire parce que j'ai été mal compris à ce moment-là. Et la façon dont j'ai essayé de la faire également n'était pas la meilleure. La révolution bâtiment dans les urnes. Dans les urnes. En 2007, c'était ça. Je rappelle que vous avez été battu. J'ai été battu vraiment à plate couture. Et c'est pour ça que je dis que ce n'était pas la meilleure façon. Je crois que ce qui est en train de se faire, c'est ce que j'ai voulu faire autrement la dernière fois. Et je crois que je suis en train d'atteindre les objectifs que je me suis assigné. C'est-à-dire que la révolution dans la rue Non, pas la révolution dans la rue, c'est se faire comprendre, se faire entendre et accepter qu'en face, que les gens acceptent de vous entendre et de vous comprendre. Vous vous situez clairement. Ce sont leurs moyens utilisés qui sont différents. Vous vous situez clairement alors au milieu entre un mouvement citoyen pour se faire entendre ou une révolution? Les deux. Vous savez, quand vous étudiez, vous lisez les textes togolais, et notamment la Constitution togolaise en son article 150, il est clair que lorsque vous ne vous faites pas entendre, et lorsque les choses vont dans un sens d'un bouleversement tel que on s'aperçoit que les choses vont plutôt dans le sens de l'accaparement du pouvoir, dans un sens qui approche non pas ce qui doit être fait normalement, mais dans un sens qui approche un coup de force. Dans ces conditions-là, vous menez une action qui peut approcher de la révolution. Alors, très rapidement sur quelques questions d'actualité, la démission du Premier ministre Togo, est-ce que vous avez été surpris? Bien, disons que je n'ai pas été surpris, outre mesure. Vous savez, je me suis toujours demandé, quand M. Mboué est venu, je me suis toujours demandé comment il a pu être dans cette sauce-là, comme on dit. Comment le poisson qu'il est, comment la personnalité qu'il est, a pu s'aménager avec le pouvoir en place et les méthodes du pouvoir en place. Je me suis toujours posé la question. C'est difficile de travailler. Absolument. Vous savez, je ne le cache pas, j'ai été un homme politique. Et je me suis rendu compte pendant plusieurs années que le système en place ne veut pas de collaborateurs, veut des serviteurs, pire, des serpillères. C'est clair. Ça dit qu'il n'y a pas lieu à discuter, à dialoguer, à débattre, à, comme on dit en minant, à chercher à avoir raison, à chercher à faire comprendre des choses, à chercher à faire comprendre qu'on a raison et qu'on accepte que vous ayez raison. C'est ça le problème fondamental au Togo. Et c'est pour ça que ça c'est le système RPT, ça. C'est le système dans lequel nous avons toujours vécu. Ou vous êtes avec moi, avec ma façon, quand je dis moi, c'est le pouvoir, avec ma façon de voir, ou vous n'êtes pas avec moi et je vous abats. Ah, c'est clair, dans tous les sens. C'est ça le système togolais. C'est pour cela que je me suis demandé, connaissant, bon, je ne le connais pas, mais bon, il était sur le campus quand j'étais professeur. C'était pas dans la même faculté, mais quand même, c'était même quelqu'un d'une grande valeur. Une très grande valeur. Alors, comment il a pu accepter un certain nombre de choses? Vous savez, quand il est venu, connaissant sa propre valeur, c'est pas Dimas qui me demande cela. Quand il a dit, en 6 mois, il va faire ceci. Et Dimas réellement faisait le décompte des mois. Effectivement,
il avait peut-être pensé, parce que compte tenu de ce qu'il est, compte tenu de ce qu'il sait faire, il avait pensé qu'on pouvait faire évoluer les choses, que même en 6 mois, même s'il ne doit pas bouleverser, on doit sentir. Or, il s'est trompé de pays. En clair, vous me direz qu'en 3 ans et demi, il n'a rien fait? Non, il a fait ce qu'il a pu faire dans ce système-là. C'est tout. Et il ne peut pas faire mieux que ce qu'il a fait. Dans le système dans lequel on est, il ne peut pas faire mieux que ce qu'il a fait. C'est pas possible. Alors, quelle analyse faites-vous? C'est pour cela que moi, quand il a démissionné, j'ai dit, ce n'est pas tout à il n'est que temps. Parce que franchement, je pensais qu'en 2010 et en 2011, peut-être, ou plus tard en 2011, il allait partir. Parce qu'après de 2010, les choses se sont durcies paradoxalement. Et je pensais qu'il allait partir. Bon, mais il a pu supporter pendant 7 ans. Durci comment? En interne, vous voulez dire? En interne. Ça dit que, vous savez, le pouvoir togolais est spécial. C'est un pouvoir qui montre c'est Janus, qui montre une face et qui a une autre face. Qui peut montrer qu'il y a l'évolution, mais qui derrière a une face plus hideuse que la face qu'il y avait avant. Et c'est ça le problème fondamental togolais. Et c'est pour cela que je pensais, franchement, après 2010, le pouvoir a commencé à évoluer, comme je dis, de la mauvaise face a pris le devant sur la bonne face. Et à ce moment-là, le caractère hideux du pouvoir s'est incrusté et est devenu récurrent. Et c'est pour cela que je pensais, franchement, que le premier ministre Sonko allait partir depuis longtemps. Pensez-vous qu'il a été forcé de démissionner ou il est parti de lui-même? Non, il est parti de lui-même. Absolument. Il est parti de lui-même. Disons que devant la situation, devant ce qu'il a vécu, il ne pouvait que partir. C'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Il ne pouvait que partir. Beaucoup disent que ce Sajavon sera le futur Premier ministre ou le prochain Premier ministre. Est-ce que vous êtes intéressé sincèrement? Je vous ai dit tout à l'heure que le système en place est la face qui est en train de prendre le dessus, c'est la face la plus hideuse, qui est plus dangereuse que ce qui se passait du temps de Nassim Bépère. Oui, mais vous voulez changer les choses. À ce moment-là, est-ce que vous me voyez dans ce système-là? Oui, mais vous voulez changer les choses. Regardez le nombre de gens qui s'y sont cassés les dents. Le nombre de responsables politiques qui ont essayé, parfois avec beaucoup de naïveté, parfois avec beaucoup de conviction, qui sont essayés. Vous avez vu ce que ça a donné? Oui, mais vous dites généralement, ce sont mes élèves, il y a beaucoup d'entre eux que j'ai vus à la fac, et puis vous avez... Je n'ai pas eu le professeur Ninevi comme étudiant. Je n'ai pas eu Maître Agboibo comme étudiant. Le professeur Ninevi, c'est plutôt un aîné à moi. Hein? Le Maître Agboibo, nous avons fait les études ensemble. Donc, ne vous direz pas que ce sont... mais, certes, il était un an avant moi, Maître Agboibo. Mais nous étions des camarades d'université. Bon, donc ça veut dire que ce ne sont pas mes élèves ni mes étudiants. Ce sont des gens qui avaient une conviction et qui pensaient bien faire et qui se sont cassés les dents. Même si Kiss Olympio, ils sont partis à penser bien faire. Quand ils sont arrivés, ils éclaironnaient qu'ils sont venus pour partager le pouvoir. Ils sont venus pour faire ceci. Résultat. Et vous voulez que j'aille dans cette... En clair, vous n'êtes pas preneur? Non, du tout. Oui, au contraire, je vais vous dire... Mais est-ce qu'on vous a proposé je ne vais pas vous répondre. Il y a une chancellerie qui m'a demandé, quand on allait faire les consultations, qui m'a demandé, mais si on ne vous appelait pas, est-ce que vous ne serez pas offusqué? C'est du contraire. Je considère comme une injure à ma personne que de me proposer d'être le ministre dans ces conditions-là. Ouais. Nous allons maintenant accueillir Jean-Paul Agbo qui va vous interroger sur... il va revenir notamment sur les manifestations du collectif et revenir, s'il le souhaite, sur vos motivations. Bonjour, Maître Ajavon. Bonjour.
Oui, avant de commencer, Denis ne l'a pas abordé, sinon de façon superficielle. Vous dites que vous n'avez pas été consulté pour la constitution de l'équipe gouvernementale, mais vous avez été approché pour discuter avec le chef de l'État, ou en tout cas le pouvoir, et vous avez décliné l'invitation, vous avez décliné l'offre en posant un certain nombre de préalables. Je me demandais si pour le CST, pour Maître Ajavon, il s'agit d'abord que le gouvernement fasse un certain nombre de choses, règle les problèmes des droits de l'homme, règle les problèmes de tension politique, règle les problèmes de bonne gouvernance, avant éventuellement de voir Maître Ajavon ou le collectif se retrouver à la même table de discussion. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Lorsque on nous a approchés pour dialoguer, nous n'avons pas refusé le dialogue. Dans notre plateforme fondateur, que nous n'avons pas sorti, et dans notre plateforme citoyenne que nous allons sortir la dernière fois, nous n'avons pas refusé le dialogue. Au contraire, nous disons que nous sommes prêts à aller dialoguer, mais à condition. Quelles conditions? Nous les avons posées. Ces conditions ne se trouvent pas dans notre plateforme. Mais les conditions étaient des conditions qui étaient des conditions ponctuelles, qui étaient liées à à ce qui s'est passé, hein, qui était lié à l'actualité. L'actualité était quoi? Que, on nous a gazés. Nous devons manifester nous devions exercer notre droit de manifester, garanti par la Constitution, garanti par les conventions internationales, et on nous a gazés. Donc, s'asseyant sur notre droit fondamental de manifestation. Deux, et pendant ce temps-là, pendant la répression, le sauvage qui a eu lieu, on nous a pris le matériel, les véhicules. Nous disons, il faut nous rendre les véhicules. Ce ne sont pas les véhicules, à supposer même qu'on soit en infraction par rapport à la loi. Ce ne sont pas les véhicules qui sont en infraction. À supposer qu'il faille nous réprimer, ce ne sont pas la sono qui est en cause. Donc on a gardé la sono, on a gardé les véhicules, on a gardé le podium, on a gardé les bâches, tout cela, et nous demandons qu'on les rende. Ça dit que ce sont des préalables ponctuels. Ensuite, dans le même schéma, on a arrêté 53 de nous n'avons pas donné 53 des jeunes. Certains étaient des manifestants, d'autres n'étaient même pas des manifestants. On les a arrêtés dans leur maison. Et nous demandons que ces gens soient libérés. Et donc ce sont des préalables ponctuels qui sont liés à l'actualité. Et nous disons, lorsque le gouvernement aura fait cela, oui, nous pouvons aller dialoguer avec ce gouvernement-là. Il y a eu un grand chemin qui a été parcouru depuis. On a libéré donc les 53 personnes dont vous parliez. Et c'est pas sans graissement dedans. Oui, mais les faits sont là qu'ils ont été libérés. Ils ont été libérés je crois que dimanche dernier, vous avez pu organiser le meeting. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous n'attendons pas l'exercice de notre droit à manifester par ce qui s'est passé dimanche dernier. Du tout. Pour moi, ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est un non-événement. Ce n'est pas encore ça. Ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est que depuis le matin, 5 h du matin, jusqu'à 14h30, tout était bouclé pour avoir accès au stade. Est-ce que vous croyez vous dire que c'est la liberté de manifester ça? Non. Tout était bouclé. Après de 10 h du matin, j'étais en constante discussion avec le ministre de la Sécurité. En constante discussion. Pour savoir, pour qu'on libère la place, pour que nous allions. Même à 14 h, on ne savait pas encore si on allait manifester. Et vous croyez que c'est ça la liberté de manifester? Donc si